Je vais laisser la parole à Adrien. Adrien Avosi, que vous attendez tous. Il va nous dire quelques mots en toute liberté. Alors, c'est un exercice nouveau pour moi, puisque j'ai l'habitude soit de faire des conférences préparées, soit des plaidoiries préparées. Donc là, j'improvise. J'ai absolument rien à ajouter à ce qui a été dit par les précédents intervenants. Alors, si nous sommes là, c'est que nous sommes des insatisfaits. Nous mesurons que la société dans laquelle nous évoluons est fondée sur des mauvaises valeurs, qui bien entendu nous viennent des Lumières, que 1789 a fait triompher, que la République maintient. Aujourd'hui, nous sommes en 2015, nous sommes dans un système qui s'appelle la Ve République, qui a été instauré, selon moi, par un individu qui est un duc d'Orléans bis, mais bon, ça c'est un autre débat. De prime abord, nos élites sont acquises à tous ces principes, nos élites politiques, nos élites économiques. De prime abord, le système est verrouillé, et donc on se dit, c'est pas demain que nos idées vont triompher. Pourtant, elles le doivent. Il est évident que la Ve République est la pire période de l'histoire de France en temps de paix. C'est absolument évident. Et un truc qui est assez agaçant, si vous voulez, c'est que lorsque les commentateurs des événements évoquent la question de la France, on parle très souvent que des aspects économiques et sociaux, ce qui est très pauvre comme façon d'embrasser les choses. Pourquoi nous sommes dans la pire période de l'histoire de France ? Parce que l'âme de la France est en train d'être effacée, tout simplement. L'âme de la France est en train d'être effacée. En raison notamment, pas que, mais notamment de la déchristianisation. Donc, il est impératif pour la survie de la France en tant que France que la Ve République disparaisse et qu'on la foute aux chiottes une bonne fois pour toutes et qu'on tire la chasse 10 fois pour être sûr qu'elle ne revienne jamais. Je suis un peu excessif, mais en toute franchise, quand je prends les transports en commun en Île-de-France, je me dis quand même qu'effectivement, il y a quand même une situation d'urgence, hein, pour rester aussi politiquement correct que ce peut. Bref, ceux qui les prennent me comprendront. Donc de prime abord, nous sommes dans cette Ve République. A priori, je dis bien a priori, toutes nos élites politiques, économiques y adhèrent et, comment vous dire, la banquise paraît bien incrustée, quoi. Bon. Je pense que la situation ne doit pas, que les apparences, si vous voulez, reflètent mal la réalité des choses. Une partie des élites françaises est restée patriote. Seulement, elle ferme sa gueule parce qu'elle veut maintenir son rang et parce que elle ne voit pas de débouchés politiques. Elle n'en voit pas. Donc, elles se tiennent en retrait, quoi. Elles se disent on attend un jour meilleur et puis peut-être que voilà. Mais il y a une partie des élites françaises qui est restée patriote. Il ne faut pas oublier que l'ennemi héréditaire de la France, c'est le monde anglo-saxon. C'est comme ça depuis Hastings, hein, au moins. Et la situation dans laquelle la France résulte de la domination de l'oligarchie anglo-américaine sur le monde. Cette oligarchie est en train, lentement mais sûrement, elle perd des plumes. Elle perd des plumes, lentement mais sûrement. C'est lent parce qu'en face, ils sont tous sauf bêtes. La preuve, ils nous dominent depuis 200 ans. Mais ils sont en train de perdre des plumes. Et ils commencent à paniquer. Donc, cette oligarchie anglo-américaine qui a retourné les élites de la France contre leur propre pays est en train de décroître. Nos élites vont perdre une partie de son soutien. Et pourquoi je vous dis tout ça ? C'est que l'amoureux d'histoire que je suis ne connaît pas d'exemple historique d'un peuple qui renverse un système. Ça n'existe pas. En revanche, ce qui peut exister, c'est qu'il y ait une fracture dans les élites et la partie des élites qui fera sécession avec le système peut s'allier avec une force organisée issue du peuple pour renverser l'ancien système.
Ça, c'est le schéma qu'on retrouve à diverses périodes, en divers lieux, de Rome, en passant par l'histoire de France. C'est un schéma qu'on retrouve assez régulièrement. Je pense que c'est comme ça que les choses se feront. Et l'histoire est faite, j'en parlais tout à l'heure avec un de nos camarades, elle est faite de fenêtres de tir. Elle est faite de situations dont il faut profiter. Nos adversaires ont profité des états généraux, qui n'avaient pas vocation à la base à se transformer en conciliants, etc. Ils en ont profité pour en faire ce qu'ils voulaient. Une fenêtre de tir va s'ouvrir à nous. Quelle est cette fenêtre de tir? Ce qui est très intéressant, c'est que le système est en train de mourir de ses propres contradictions. Pourquoi? Notre système a triomphé du déracinement des individus. Il a déraciné les individus en enlevant tout ce que les valeurs classiques avaient apporté. Mais le problème, c'est que le système est allé tellement fort en matière de déracinement qu'il a aussi enlevé ce qui était mauvais. Et donc on se retrouve avec des jeunes générations qui certes n'ont pas de culture classique et qui ne sont pas structurées, sauf bien sûr qu'à marginal grâce à des éducations familiales, mais on sait très bien que c'est l'exception, ce n'est pas la norme. Mais globalement, les jeunes générations ne sont pas structurées par l'héritage spirituel de la France, mais elles n'adhèrent pas non plus à toutes les conneries qui nous est vendues par la République des Lumières depuis 200 ans. Ce qui est très intéressant, c'est que les moyens de contrôle social, qui ont fait leur preuve pendant des décennies, on a bien vu que les Français votaient comme des cons depuis au moins 50 ans. Enfin, c'est visible, c'est clairement visible depuis au moins 50 ans. Les Français votent pour des gens qui, de façon objective, ne défendent pas les intérêts de la France. Bon. Donc, mais ces moyens de contrôle sociaux qui ont permis ça ne marchent plus. L'histoire, c'est souvent la lutte des générations. La jeunesse française n'adhère plus à toute cette merde. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses. Un, il y a le choc de la réalité. Quand on vient en Ile-de-France et qu'on ne vit pas dans la commune 92 ultra-friquée, en gros, immigration chance pour la France, on n'y croit pas. On n'y croit pas. Bon. La déchristianisation, le résultat de la déchristianisation de la France, on le voit aussi au quotidien. Parce que si on avait un système qui avait imposé une référence culturelle et donc aussi religieuse, il n'y aurait jamais eu tous ces problèmes issus du multiculturalisme. Donc, le choc du réel, c'est-à-dire que c'est facile, si vous voulez, d'être pour toutes ces valeurs des Lumières en 1800, même au début du XXe siècle, puisque fondamentalement, on ne ressent pas encore les effets. Donc à la limite, par naïveté et par manque de formation, on peut y adhérer. Mais quand on commence à se le prendre dans la gueule, là on adhère moins. Et la jeunesse française est en train de se prendre ça dans la gueule. On en parle très peu, mais le chômage des jeunes. En gros, les jeunes de 30 ans, seuls 15% d'entre eux ont un CDI. Ça ne veut même pas dire qu'ils gagnent bien leur vie, ça veut dire qu'ils ont un CDI. Donc ça veut dire qu'il y a un désastre social qui terrasse la jeunesse française actuellement. Donc c'est pas la peine de nous dire que tout va bien, ce n'est pas vrai. La jeunesse française se fait massacrer par le mondialisme. Et moi, mon rêve, c'est que les jeunes nés dans les années 70 et 80 disent à leurs parents, papa, maman chérie, parce qu'il faut vénérer ses parents, mais papa, maman chérie, pourquoi vous avez voté comme des cons, de fait, pour des collabos depuis un demi-siècle? Parce que c'est ça la situation. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Charlie Hebdo, c'est le barreau d'honneur de la bobocratie. Car ce qu'ont remarqué de nombreux observateurs, c'est que la jeunesse française, bien sûr, il y avait des jeunes dans le lot, mais globalement, c'était des personnes qui avaient au-delà de 50 ans. Attention, bien entendu, je ne diabolise pas les générations passées dans leur entier, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que la masse de ces générations-là, globalement, sont tombées dans des pièges, et que la jeunesse française actuelle, je ne dis pas qu'elle n'y tombera pas, je dis qu'elle a les moyens de ne pas y tomber. Elle a les moyens de ne pas y tomber. Et pourquoi elle a les moyens de ne pas y tomber? Eh ben, j'ai trouvé la réponse par hasard. Léon Bloy disait « Le hasard est la providence des imbéciles ». Dans un livre de François Furet, qui revenait sur Augustin Cochin, parce que j'aime beaucoup Augustin Cochin, et je voulais voir ce que Furet en disait. Et Furet dit un truc très juste. Il dit pourquoi les sociétés de pensée ont gagné? Parce qu'elles se sont adressées à un nouvel auditoire. Elles se sont adressées, ça c'est moi qui le dis, à une nouvelle opinion publique. Et il est en train de naître actuellement sur Internet
une nouvelle opinion publique qui est complètement déconnectée et décrochée de la télévision. Et le clivage de demain, ça sera en partie jeunesse contre 68 arts et post-68 arts, mais ça sera, parallèlement à ça, ça sera Internet contre télévision. Et ça sera, pour ne le dire, France contre anti-France, car ça fait toujours du bien de le dire, bien évidemment, la République des Lumières et l'anti-France, ça va de soi, et j'ai toujours une formule que je cite tout le temps, c'est-à-dire que la monarchie française emmenée au ciel, la République des Lumières amène à Marseille, suivez mon regard, hein, c'est comme ça. C'est comme ça, et le spectacle de la réalité va saisir à la gorge. Je vais vous dire une chose. Quelques jours avant les attentats de Charlie Hebdo, j'étais dans un repas. Et les gens me disaient quand même, Adrien, t'es un peu extrême, t'es un peu extrémiste. Je dis oui, en effet, oui. Je dis, je suis un peu extrême, mais la réalité vous sautera à la gorge. C'est l'expression que je leur ai dit, vous sautera à la gorge. 3 jours plus tard, boum, attentat à Charlie Hebdo. Je pense qu'ils sont vaccinés, ces gens-là. Ce qui est triste, c'est que le mal de notre époque, c'est l'individualisme. Tant que ça va pour ma gueule, au fond, j'en ai rien à foutre que tout s'effondre autour de moi. C'est le roi Summer de UNESCO. Plus personne aujourd'hui, et ça c'est ce qu'ont compris les bobos avec les attentats de Charlie Hebdo, c'est pourquoi ils sont manifestés. Plus personne aujourd'hui, sauf une minorité parmi nos élites, mais plus personne ne va échapper aux conséquences du mondialisme. La République, la Ve République, ne va pas durer éternellement. Il ne le faut pas, bien évidemment, pour notre intérêt en tant que Français, parce que nos corps continueront à vivre quand la France n'existera plus. Nous aurons des enfants, nous aurons une descendance, mais ils ne vivront pas en tant que Français si les choses continuent. Si nous restons sur les rails sur lesquels nous sommes, ils ne survivront pas en tant que Français. Ça sera des Jacobins, ça sera des Républicains, mais ils ne seront plus structurés par l'héritage spirituel de la France. Moi, la République, je m'en tape. Ce qui m'intéresse, c'est la France, bien entendu. Bon. Alors tout ça pour dire quoi? Cette fameuse banquise dont je vous parlais, je peux me tromper, on n'est pas prophète, hein. On sent quand même qu'elle vacille. Et il y a beaucoup de gens qui vont vers nos idées, alors qu'ils n'étaient pas du tout, entre guillemets, programmés pour y aller. Ça ne veut pas rien dire. Ça ne veut pas rien dire. Cette nouvelle opinion publique Internet dont je vous parlais n'a rien à foutre de l'idéologie dominante actuelle. 1789 a chez la plupart de ces gens-là une image détestable. Ce que j'appelle la franc-poissonnerie a une image détestable. La République commence à avoir une image détestable. On va peut-être franchir le palier au-dessus avec De Gaulle qui commencera à avoir une image détestable, mais il ne faut pas trop en demander aux gens, chaque jour en son temps. On ne se débranche pas de la matrice d'un seul coup, c'est par étapes. Et en général, quand on se débranche trop vite d'un coup, ça donne des excités, et c'est pas ce qu'il y a de mieux. Bon. Donc il y a une fenêtre de tir qui va s'ouvrir. Et le rôle des diverses organisations qui vont peupler cette nouvelle opinion publique, dont le groupe d'action royaliste, c'est quoi? C'est d'élargir les rangs des gens qui sont débranchés, ou plutôt, oui, c'est d'élargir le nombre de rangs de gens qui sont débranchés de cette matrice. Car il y aura tôt ou tard une fracture dans les élites françaises. D'ailleurs, l'oligarchie capitaliste anglo-saxonne n'arrête pas d'attaquer l'oligarchie capitaliste française. On le voit avec les amendes sur la BNP, on le voit avec la neigeuse qui, par hasard, traînait sur l'aéroport, par pur hasard. Hein. D'ailleurs, on sort tous le soir avec nos neigeuses. Enfin bon, bref. Donc vous voyez, l'oligarchie capitaliste française est attaquée. C'est toujours comme ça. C'est-à-dire, il lâche pas assez, donc on met un peu plus la tête sous l'eau. Il y aura une fracture dans les élites françaises. Elle va venir. Seulement, pour que ces mecs-là se décident à se bouger, il faudra qu'ils voient qu'en bas, il y a une offre politique donc solide, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire en quantité et en qualité. Et donc le rôle de gens comme nous, c'est de fortifier cette offre, entre guillemets, politique qu'on peut faire à des élites qui feront pas ça pour l'amour du Christ, on n'est pas tout à fait naïf, mais qui au moins iront dans le bon sens. Et vous savez, moi, il y a un personnage, je ne dois pas le dire, que j'aime bien, c'est l'amiral Darlan. Pourquoi? Fils de franc-maçon, franc-mac, radical socialiste. Eh bien, quand il reprend la guerre contre l'Axe, parce que Darlan, pardon de le dire, il ne faut pas le dire, mais il a repris la guerre contre l'Axe, c'est comme ça, hein, il le reprend au nom d'un ordre chrétien pour combattre les matérialismes païens des totalitarismes. Donc vous voyez, quelqu'un qui a ce logiciel tordu et pourri à la base, eh bien finalement, il va dans le bon sens. Il n'a pas raison sur tout,
mais il va dans le bon sens. Peut-être que nos élites, mais ça relèvera de notre responsabilité, parce que c'est nous qui les ferons bouger. Peut-être qu'ils finiront par bouger dans notre bon sens. Et surtout, il ne faut jamais plafonner nos ambitions. La force de l'action peut tout changer. L'action change tout. Nous vivons dans une société où les choses sont restées longtemps figées. Pourquoi ? Parce que les gens se laissent porter, fondamentalement. Ils ne bougent pas leur cul, quoi. Mais la force de l'action métamorphose la réalité. Et voyez-vous, il y a une anecdote que je me plais à raconter, une anecdote historique, que j'aime raconter, qui a concerné ce cher Alexandre le Grand. Vous savez, Alexandre le Grand, fils de son père, Philippe de Macédoine. Macédoine, à la base, est une toute petite région grecque. Elle a changé la Macédoine aujourd'hui. Hein. Bref, donc petite région grecque. Philippe de Macédoine s'empare de la Grèce. Bon, ça reste un petit royaume, géographiquement parlant. Ensuite, Alexandre commence à attaquer l'Empire perse. Première victoire, deuxième victoire, troisième victoire. La troisième victoire contre les Perses, c'est à Issos en 333. À ce moment-là, Darius commence à stresser. Il dit, bon, Alexandre, je te donne un tiers de mon empire et ma fille en mariage. Et on arrête là. Et tu me laisses tranquille et puis tu arrêtes ton invasion. Alors là, on en discute chez les généraux macédoniens. Là, sous la tente, tous les généraux en parlent. Mais c'est extraordinaire, Alexandre. Tu as vu cette offre qu'on nous fait ? Nous, petits pays, on nous propose un tiers de l'empire perse. Mais c'est absolument exceptionnel. Donc, il y a un débat entre les généraux. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on arrête ? Oui, on arrête. Oui, on continue. Et à ce moment-là, un homme qui s'appelle Parménion va prendre la parole. Parménion, qui était d'ailleurs un malheureux soldat. Parménion était un ami fidèle de Philippe de Macédoine, le père d'Alexandre. Donc, il avait une certaine aura. Et donc, Parménion, au final, dit à Alexandre, on en a beaucoup discuté avec les autres généraux, et franchement, si j'étais toi, Alexandre, j'accepterais cette offre. Et Alexandre le Grand répond à Parménion, moi aussi, Parménion. Si j'étais toi, j'accepterais. Le message qu'envoie Alexandre, c'est qu'il ne faut jamais plafonner ses ambitions politiques et que la force de l'action peut métamorphoser la réalité. Je vous remercie.